La retraite, c'est pour quand? Bonjour à tous, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je m'appelle Pascal Borlet, je suis planificateur financier auprès de la Banque Haute-Anne de Fribourg et j'ai le plaisir ici de vous animer cette conférence pour le sujet de la retraite. Je vais essayer de répondre à quelques questions durant cette conférence. Pourquoi s'y intéresser dès maintenant? Comment est-ce qu'on peut s'adapter à cette situation? Quelles sont les implications d'un choix rente ou d'un choix capital? À quel moment est-ce qu'il faut s'y intéresser? Et qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Vous avez certainement tous déjà vu un jour ou l'autre ce schéma qui représente le système des 3 piliers tel qu'on le connaît en Suisse. Le but principal du système de prévoyance tel qu'on le connaît, c'est de pouvoir être indépendant financièrement dans les 3 risques. Quels sont ces 3 risques? On a le risque d'invalidité, le risque de décès, et le 3e risque qui n'a pas toujours été assimilé comme un risque, c'est le risque de vieillesse. On a le premier pilier qui est la prévoyance donc étatique. Le but du premier pilier est de pouvoir assurer un minimum vital. C'est un système de répartition. Ça veut dire que les personnes actives cotisent dès aujourd'hui pour les personnes qui sont à la retraite. On a ensuite le 2e pilier, qui est la prévoyance professionnelle, liée au contrat de travail. Le but du 2e pilier est de pouvoir maintenir un train de vie habituel. C'est un système de capitalisation, c'est-à-dire que chaque personne cotise pour sa propre retraite. En règle générale, les prestations du 1er et du 2e pilier ne couvrent pas plus que 60 à 70% des derniers revenus. Ce n'est pas forcément avec ça qu'on peut vivre à la retraite. Donc on a également le 3e pilier, prévoyance individuelle, lié en 3A ou libre en 3B. Et le but du 3e pilier est de pouvoir amener un supplément à ces prestations du 1er et du 2e pilier. J'ai choisi de vous présenter 3 graphiques. Le premier, l'évolution démographique, la pyramide des âges. 2 années de référence, 1900 et 2016. On peut faire 2 constatations avec ce graphique. Horizontalement, vous avez l'échelle en nombre de personnes par millier. Verticalement, l'âge. Première constatation qu'on peut faire, c'est ici et ici, les 2 pics que l'on retrouve, c'est la génération des baby-boomers qui est née après la Deuxième Guerre mondiale. Cette génération des baby-boomers qui a aujourd'hui entre 50 et 65 ans va gentiment arriver à la retraite. Donc on voit qu'il y a une masse de personnes importantes qui vont arriver à la retraite. J'en veux pour exemple un chiffre. En 2015, il y avait à peu près 15% de la population suisse qui avait 65 ans et plus. D'ici à 2030, ce pourcentage risque d'augmenter à 25% de la population. C'est-à-dire qu'une personne sur 4 sera retraitée. La deuxième constatation qu'on peut faire avec ce graphique, c'est l'allongement de l'espérance de vie. Autre chiffre référence, 1948. 1948, c'est l'année de l'introduction de l'AVS en Suisse. En 1948, l'espérance de vie d'un homme était de 66 ans et celui d'une femme de 71 ans. Aujourd'hui, l'espérance de vie d'environ 81 ans pour un homme et de 85 ans pour une femme. En 70 ans, on voit clairement qu'il y a eu un allongement considérable de l'espérance de vie. Cela amène une autre constatation, l'évolution du ratio des actifs et des rentiers. De nouveau, 1948, année de référence pour l'introduction de l'AVS, il y avait 7 personnes actives pour un rentier. Aujourd'hui, ce ratio est passé pour à peu près 3 personnes actives pour un rentier. Et l'Office fédéral de la statistique pronostique que d'ici 2040, ce ratio risque encore de baisser à 2 personnes actives pour un rentier. Le 3e graphique, c'est l'obligation de la Confédération à 10 ans. Vous avez ici l'évolution des 10 dernières années du rendement de cette obligation. Alors qu'est-ce que c'est l'obligation de la Confédération suisse? C'est simplement le taux de référence pour un placement sans risque. Et on constate sur ce graphique que depuis 2015, ce taux d'intérêt est passé en zone négative. Ça a comme conséquence qu'on a peu ou
pas de rendement sur des obligations, sur des rendements sûrs. L'AVS et les caisses de pension sont aussi confrontées à ce problème-là. J'en veux pour preuve un autre chiffre. Le taux d'intérêt du minimum LPP, le taux d'intérêt où est rémunéré l'avoir dans la caisse de pension. Jusqu'en 2002, ce taux d'intérêt était à 4%. Aujourd'hui, ce taux d'intérêt est à 1%. Donc on voit aussi que le taux d'intérêt baisse en fonction du taux sans risque. Ça veut dire que les avoirs qui sont cotisés dans le système de prévoyance ramènent de moins en moins de rendement avec ce taux-là. La situation est défectueuse, donc comme on l'a vu, on a un premier problème qui est l'allongement de l'espérance de vie. Cette génération que j'appelle les papis et les mamies boomers de demain, qui va arriver à la retraite, ça veut dire aussi, comme on l'a vu, ce ratio d'actifs et de rentiers qui va diminuer et la baisse des rendements font que notre système de prévoyance va être mis à rude épreuve et va être confronté à de nouveaux défis pour pouvoir être maintenu sur la durée. Comment est-ce qu'on peut s'adapter à cette situation? Il est possible individuellement d'agir pour sa propre situation, en utilisant entre autres la prévoyance. L'avantage d'utiliser la prévoyance pour améliorer sa situation, c'est qu'on peut également bénéficier de déductions fiscales. 3 questions que vous pouvez vous poser. La première, est-ce que je suis au maximum des cotisations sur mon 3e pilier? Est-ce que j'ai procédé au rachat dans ma caisse de pension? Et 3e question, quand est-ce qu'il faut retirer ces avoirs de prévoyance? Pour ce qui concerne le 3e pilier, vous savez certainement, vous pouvez cotiser au 3e pilier du moment que vous avez un salaire soumis à l'AVS. Pour une personne affiliée à une caisse de pension, la cotisation maximale est de 6 826 francs. Donc c'est le chiffre de 2019. Et pour une personne qui ne serait pas affiliée à une caisse de pension, c'est 20% du revenu. Maximum 34 128 francs. Ces déductions sont également cumulables entre les conjoints, pour autant que chacun ait une activité professionnelle et avec un revenu. Autre point, les montants versés et accumulés sur ces 3e piliers sont exonérés de l'impôt sur le revenu et la fortune jusqu'à leur échéance. Donc on voit qu'il y a des incitations fiscales à cotiser pour sa propre retraite avec ce 3e pilier. L'autre exemple, le 2e pilier, les rachats. Qu'est-ce que c'est un rachat? Prenons un exemple, une personne qui a 50 ans, qui a aujourd'hui un revenu de 100 000 francs. S'il avait toujours gagné ce revenu de 100 000 francs dès le début des cotisations dans la caisse de pension, dans le plan, donc depuis l'âge de 25 ans, elle aurait un capital projeté donné. Or, cette personne a eu une progression de revenus. À 25 ans, elle gagnait peut-être que 60 000 francs. Donc, entre-temps, elle a eu des augmentations de revenus, ce qui fait que son avoir cumulé dans la caisse est inférieur à la projection maximale qu'elle peut avoir. Cette différence-là, c'est le rachat. Le rachat peut être fait de manière volontaire en injectant ses propres économies dans sa caisse de pension. Là aussi, il y a une incitation fiscale à le faire, vu que le rachat est déductible de l'impôt sur le revenu. Dans cet exemple, j'ai pris une personne qui a un rachat total de 110 000 francs. Alors, elle peut faire un rachat unique, une fois 110 000, ou elle peut faire un rachat sur plusieurs années fiscales. Elle a tout intérêt à le répartir sur plusieurs années fiscales parce que le gain sera plus important. Dans l'exemple ici, elle fait 10 rachats de 11 000 francs. L'économie fiscale se monte ici à 2 750 francs. Le taux marginal, 25%. Qu'est-ce que c'est le taux marginal? Le taux marginal, c'est le pourcentage d'impôt que vous allez payer en plus ou en moins sur chaque franc que vous gagnez ou que vous pouvez déduire de votre revenu imposable en fonction d'un revenu donné. Prenons un exemple plus simple, vous avez 100 000 francs de revenus, vous avez 1 000 francs d'augmentation. Sur ces 1 000 francs, vous allez payer 25% d'impôt, ça veut dire 250 francs. Là, j'ai été prudent, j'ai pris un chiffre relativement bas. Sur le canton de Fribourg, ce taux marginal peut monter facilement jusqu'à 45%. Revenons à notre exemple. La personne fait 11 000 francs de rachat, fait une économie fiscale de 2 750 francs, donc le rachat net lui coûte 8 250 francs. Après 10 ans, après 10 rachats, elle a
un total cumulé de 116 000 francs dans la caisse de pension. Elle aurait fait 27 500 francs d'économie fiscale. Si cette personne prend la rente, son rachat viendra augmenter sa rente et sa rente sera imposée comme un revenu par la suite. Si maintenant elle retire ce montant-là sous forme de capital, elle aura un impôt unique à payer lorsqu'elle retirera son capital, mais qui est bien moindre que les 27 500 francs qu'elle a pu économiser. Dans l'exemple ici, c'est 6 500 francs. Elle paierait 6 500 francs d'impôt sur les 116 000 qu'elle retire, alors qu'elle en a économisé 27 500 sur 10 ans. Il y a des avantages et des inconvénients sur le rachat. L'avantage principal du rachat, c'est pouvoir améliorer sa prestation de prévoyance. Et au passage, faire une économie fiscale, comme on l'avait compris. Mais il y a aussi des inconvénients. Il faut avoir des liquidités pour faire le rachat. Il ne faut pas avoir besoin de cet argent-là jusqu'à la retraite, vu qu'il est immobilisé et bloqué dans la caisse de pension. Il y a aussi un inconvénient, c'est en cas de décès. Une partie du rachat peut être perdue selon le règlement de la caisse de pension. Et il faut aussi prendre en considération l'état de santé de votre caisse de pension, pour voir si, en effet, le rachat peut être intéressant ou pas. Retrait de la prévoyance. À quel moment faut-il retirer ses avoirs de prévoyance? Le simple fait de prendre les capitaux du troisième pilier, la caisse de pension, le lit-passage sur des années différentes, permet de faire une économie. Dans l'exemple que j'ai choisi de vous montrer, la personne retire 500 000 francs au capital de sa caisse de pension. Elle a un premier compte de troisième pilier de 40 000 francs, un deuxième compte de troisième pilier avec 50 000 francs. Si cette personne retire ces trois prestations la même année ou réussit à les retirer sur 3 années fiscales différentes, ça lui permet de faire une économie fiscale de 7 660 francs. Donc là aussi, important de s'y prendre suffisamment tôt pour échelonner tant qu'on peut ses avoirs de prévoyance. La prévoyance est individuelle, mais le chapitre fiscal est commun dans un couple. Donc, si madame retire un troisième pilier et monsieur le capital de sa caisse de pension la même année, il y a un cumul qui se fait également. Quand on va s'approcher de l'âge de la retraite, on va se poser la question rente ou capital? Quels sont les avantages et les inconvénients d'un choix rente ou capital? Je vais essayer de répondre à ces questions-là d'un point de vue de la succession, d'un point de vue fiscal et d'un point de vue du revenu et de la flexibilité de ce choix-là. Avant de faire ce choix, il y a déjà des critères de vie qui rentrent en considération et en ligne de compte pour aider le choix. Est-ce que je me prends une pré-retraite? Quel est mon état de santé au moment où je prends ma retraite? Quel est mon état civil? Est-ce que je suis marié, célibataire? Quel est l'âge de mon conjoint? Est-ce que j'ai des enfants? Tous ces éléments-là peuvent influencer le choix en fonction de qui on souhaite favoriser. Alors, rente au capital. D'un point de vue fiscal, la rente est imposée comme un revenu à la retraite, au même titre que la rente AVS, au même titre que votre salaire aujourd'hui. Donc le choix rente, plus vous prenez de la rente, plus vous allez payer un impôt élevé. En opposition, le capital, lui, a une imposition qui est unique. Au moment où vous retirez ce capital-là, vous payez un impôt selon le barème cantonal et par rapport au montant. Il y a également l'impôt fédéral direct qui rentre en ligne de compte. Mais une fois que vous avez payé cet impôt, ça fait partie de la fortune. Et l'impôt fortune est moins élevé que l'impôt sur le revenu. Donc fiscalement, vous voyez déjà les premières différences à ce niveau-là. D'un point de vue de la succession, en cas de décès du bénéficiaire d'une rente, le conjoint survivant récupère ou garde 60% de la rente du défunt. En cas de décès du deuxième conjoint, ou si la personne n'est pas mariée, la succession, les enfants, ne touchent rien avec un choix rente. Si la somme totale des cotisations n'a pas été versée sous forme de rente, au moment où il y a le décès, l'avoir restant reste acquis à la caisse de pension. En opposition, le capital, du coup, le faites rentrer dans votre fortune privée, vous avez tout loisir de le distribuer comme bon vous semble à votre succession. D'un point de vue du rendement ou du revenu, la rente, c'est le choix de la sécurité, d'avoir un revenu sûr, garanti, à vie. Chaque mois,
elle tombe comme votre salaire aujourd'hui. Donc c'est le choix de la sécurité. Le capital, vous avez tout loisir d'aménager sa consommation. Mais si vous voulez obtenir du rendement, un revenu de votre capital identique à la rente, on l'a vu avant avec les taux d'intérêt qu'on a aujourd'hui qui sont négatifs sur des rendements sûrs, il n'est plus possible de vivre des intérêts de son capital. On est obligé de le consommer. Donc il faut intégrer une consommation de ce capital-là répartie sur un certain nombre d'années. Alors maintenant, combien de temps? 10 ans, 15 ans, 20 ans? Le choix de la flexibilité, on y revient, hein, le choix de la rente, c'est la sécurité, comme je l'ai dit, mais c'est un choix qui est définitif. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Le choix du capital, ça vous permet d'aménager comme bon vous semble cette consommation du capital à la retraite. Quelle stratégie ou quelle solution est-ce que vous pouvez choisir? L'idéal pour avoir un aperçu un peu plus clair de votre situation, ça serait de faire une projection de vos revenus actuels, mais également de vos revenus à la retraite, en fonction et par rapport à vos besoins. Je vous ai mis ici un exemple ce qu'on appelle une planification financière de retraite que l'on peut faire, où on retrouve quelques éléments clés. Vous voyez, on détaille ici des dépenses liées au budget, le coût de la vie, les dépenses liées au logement, les cotisations de troisième pilier. On a aussi, par exemple, des contributions AVS, avec un chiffre ici. Cette contribution AVS, elle est due du moment que vous prenez une pré-retraite. On est obligé de cotiser à l'AVS jusqu'à l'âge officiel, 64 ans respectivement 65 ans pour un homme. Donc si vous prenez une pré-retraite, vous cotisez encore à l'AVS comme personne sans activité lucrative. Vous avez aussi la fiscalité, l'évolution de votre impôt revenu et fortune sur la durée. Alors on voit dans notre exemple ici, 2018, la personne payait presque 42 000 francs d'impôt. Une fois à la retraite, installée sur la retraite, on voit que cet impôt a considérablement diminué. Pourquoi? Simplement parce que les revenus sont plus bas. Aujourd'hui, revenus de l'activité du couple, plus des revenus, par exemple, de titres ou des locations, revenus conséquents. Une fois installé à la retraite, les revenus sont plus bas, donc on paye moins. Fiscalement, une fois à la retraite, vous n'avez plus les déductions des frais professionnels, vous n'avez plus les déductions du troisième pilier ou des rachats. Donc à revenu équivalent, on a tendance à payer plus. On paye moins parce qu'en règle générale, on a moins de revenus. Ce qu'on a essayé de faire ressortir avec ce tableau-là, c'est année après année, quel est le résultat? Soit la recette excédentaire, donc la capacité d'épargne que vous avez, ou alors les dépenses excédentaires. Quel est le montant de fortune qu'il faut prélever année après année pour équilibrer votre train de vie à la retraite? Si vous êtes plus visuel que chiffre, on a le graphique où on retrouve la superposition des sources de revenus que vous pouvez avoir. Le revenu de l'activité en bleu clair par exemple, le revenu de l'AVS en bleu foncé, les superpositions des couches du deuxième pilier, la lacune en vert pour atteindre la ligne noire qui est le total des dépenses. Au niveau de la fortune, on va également faire une photographie de votre situation patrimoniale en faisant ressortir la liquidité à ce jour. Quel est le montant de la prévoyance qu'on peut faire rentrer dans votre fortune privée? On y rajoute les éventuelles capacités d'épargne que vous avez ou que vous allez avoir. Et ensuite, par étape, quel est le montant qu'il vous faut réserver pour financer votre train de vie à la retraite? Après 30 ans de planification financière, on fait ressortir le capital encore disponible. Comme on le voit ici, le capital excédentaire. Après, libre à vous de voir qu'est-ce que vous souhaitez faire avec ce capital excédentaire. En cas de décès, il y a également des diminutions de revenus pour le conjoint suivant. On essaie aussi d'indiquer quelle est la diminution des revenus. Du premier pilier, on passe d'une rente de couple à une rente simple. En règle générale, la diminution se situe au minimum à 14 000 francs. On l'a vu précédemment, avec un choix rente, le conjoint survivant perd 40%. Donc 40% ici de 20 000 francs. Et on fait ressortir le revenu disponible pour le conjoint survivant. La même chose en cas de décès de madame pour monsieur. Ça nous aide, et ça vous aide aussi à savoir s'il faut faire des rachats, chez qui,
faut-il faire des rachats? Chez qui faut-il prendre du capital? L'idée étant de pouvoir équilibrer un tant soit peu ses revenus à la retraite. Alors maintenant, quand est-ce qu'il faut s'y intéresser? Vous allez me dire le plus tôt possible, oui. Selon le schéma du cycle de vie que vous voyez ici, avec toute une phase de constitution du patrimoine jusqu'à l'âge de la retraite, puis une phase de consommation du patrimoine, nous estimons qu'il est judicieux de faire une projection pour sa retraite à partir de 50-55 ans. Pourquoi cet âge-là? Si vous avez des enfants, c'est à ce moment-là qu'ils finissent gentiment leur formation, qu'ils ne sont plus à charge. Du coup, vous vous retrouvez avec une capacité d'épargne plus importante. Les enfants n'étant plus déductibles, votre fiscalité va également être plus importante. Et c'est à ce moment-là que les mesures de rachat, par exemple, ont un impact beaucoup plus grand sur votre situation. Donc voilà pour la raison pour laquelle nous estimons l'âge idéal à 50-55 ans. J'arrive gentiment au bout de ma conférence et je la terminerai sur cette citation. Ce ne sont pas les richesses qui font le bonheur, mais l'usage qu'on en fait. Merci. Merci beaucoup, Pascal Vorlet. On en sait un peu plus sur la prévoyance. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que quelqu'un aurait une question à poser? Pas encore. Ça peut encore venir, hein. C'est possible. Hein. Pascal, est-ce que vous avez l'impression que les gens sont bien informés actuellement de tout ce que vous avez présenté? On voit clairement que les gens s'intéressent de plus en plus à leur retraite. Les médias, on parle de plus en plus. On a eu des votations aussi qui ont parlé de ça, Prévoyance 2020 entre autres. Donc les gens entendent parler, s'intéressent à leur propre situation. Donc on a une masse de population qui prend plus de renseignements également. Sur un avis très personnel, quelle est votre projection sur le futur ou la situation des retraités? Comment est-ce que vous la voyez? Alors, il faut pouvoir prendre des mesures assez vite pour éviter de se retrouver dans une situation qui est délicate. C'est clair, si vous venez 3 mois avant votre retraite faire une planification financière, on ne pourra que constater votre situation. Si vous venez suffisamment tôt, on aura quelques années devant vous pour planifier des choses intéressantes, comme par exemple des rachats, comme je l'ai dit, et pour améliorer une situation de retraite. Donc vous n'êtes pas très optimiste? Si. Ah, quand même. Si vous venez suffisamment tôt. Donc justement, ces projections, on peut les faire chez vous? On peut passer à la BCF, par exemple? Exactement. On propose ce service de planification financière à la Banque cantonale. Très bien. Merci beaucoup, Pascal Vorlet. Merci pour cette conférence. Merci à vous de l'avoir suivi. Et puis rendez-vous dans un petit quart d'heure pour la transmission des entreprises. Quels sont les facteurs clés de ce succès? Merci, à tout à l'heure.